Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur votre présence effective. Toujours bon à savoir la météo. Découvrons ensemble celle de demain. Au menu ce soir, nous avons 4 rubriques. Vous le savez, le mois d'octobre est sous la couleur rose pour lutter contre le cancer, surtout féminin. Avec Nature et Bien-être, on parle du cancer du sein et des possibilités de prothèses mammaires. Le monde agricole s'intéresse aux défis à relever dans le secteur de transformation agroalimentaire. L'espoir reçoit pour vous un graphiste qui nous parle un peu de l'importance et du rôle du graphisme au sein d'une entreprise. Horizon Culture, quant à cette rubrique, nous plonge dans le monde du théâtre. Le Bénin champion, prix RFI Théâtre 2018. Nous ferons aussi un tour du côté de la rédaction. D'ailleurs, Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Nous avons hâte de découvrir le menu de ce soir. Dans le journal ce soir, l'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y réfléchissent fortement. Les oreilles sont très sensibles et parfois nos mauvaises habitudes peuvent les endommager. Des astuces pour les entretenir dans le 1945. Et puis les eaux usées causent d'énormes dégâts dans la ville de Cotonou. Elles nuisent même à l'écosystème lagunaire. Il importe donc de prendre des dispositions idoines. Le développement de ces titres, c'est dans une quarantaine de minutes. Amandine Agnambossou, on se dit donc à 19h45, très exactement. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit et le premier plateau s'installe. Nature et Bien-être. Voilà, Nature et Bien-être qui s'intéresse au cancer du sein, solution par des prothèses mammaires. Avant le plateau, on vous propose de suivre ceci. Diagnostiqué le plus souvent chez la femme, le cancer du sein représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Une maladie qui accélère la production, parlons de manière très simple, la production rapide des cellules malignes. Et c'est ça qui entraîne cette maladie que nous appelons cancer et du sein, simplement parce que la localisation est au niveau du sein. Il y a des familles qui ont des gènes qui sont prédisposés à la maladie. Il y a notre habitude alimentaire que nous pensons certainement fait partie des causes de la maladie. Et il y a notre mode de vie que nous pensons aussi est à la base, peut être à la base de cette maladie. Cette maladie peut être évitée ou guérie lorsqu'elle est très vite détectée et prise en charge. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois.
C'est après maintenant l'analyse de la radiographie, de la appelée mammographie, que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Pour prévenir le cancer du sein, les médecins conseillent l'autopalpation après les menstrues. Pour détecter précocement un cancer du sein, c'est de faire une autopalpation minimum chaque fin de mois, à chaque fin de cycle de chaque mois. Vous faites une autopalpation à la maison ou que vous allez consulter votre gynéco qui va vous aider à le faire ou vous l'expliquer à le faire. Pour amoindrir, voire éradiquer les cas de décès liés au cancer du sein, les scientifiques innovent. Un kit d'autopalpation est désormais disponible pour faciliter la tâche aux femmes. Sensitive est le produit phare essentiel que nous avons amené pour révolutionner un peu cette palpation de sein et pour nous permettre de commencer par faire le dépistage à temps, et de faire une bonne prise en charge et ne plus attendre à ce que la boule soit très grosse ou qu'elle soit vraiment maligne avant qu'on ne commence la prise en charge qui est déjà très tard. Dans le kit, il y a plusieurs choses. Il y a le gel et c'est avec ça que la femme met la main derrière et c'est ce gel-là qui facilite la sensation de pouvoir bien faire l'autopalpation. Selon des études, une femme sur 11 à une femme sur 8 aura le cancer du sein dans sa vie. Chacun doit s'éloigner des facteurs de risque et malgré la maladie, l'espoir est permis. Voilà la boule, c'est au niveau du bas là. J'ai reçu le traitement et j'ai espoir que cela ira bientôt. Voilà, l'espoir est permis pour toute cette femme-là qui souffre du cancer du sein, même qui souffre du cancer du col de l'utérus. Nous recevons une dame, une très charmante dame qui est en rose. Vous l'avez compris, le mois octobre, c'est le mois rose, octobre rose donc. Bonsoir Madame Carole Keyanfé, je vais y arriver, c'est ça? C'est ça. Keyanfé, alors, vous êtes présidente de Second Life, une association qui lutte contre les différents types de cancers, mais en priorité le cancer du sein, le cancer de l'utérus et du côlon. Exactement. D'accord. Alors, ce soir, nous parlons beaucoup plus du cancer du sein. Vous proposez une solution à travers des prothèses mammaires. Mais avant, parlons un peu de ce mal-là. Pour vous, comment est-ce que vous l'appréhendez, le cancer du sein pour vous? Tout simplement, naturellement, dans la mesure où prévenir et sensibiliser permettent à toute personne de voir un peu plus loin par rapport à la maladie. Mais il faut quand même noter que dans le monde entier aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'initiatives qui accompagnent un peu cette lutte-là, qui visent à sensibiliser. Mais est-ce que ça a fait reculer les chiffres? Est-ce qu'on a moins de femmes aujourd'hui qui ont le cancer du sein ou du col de l'utérus? Dans un premier temps, je dirais qu'il n'y a pas plus d'initiatives. Il y a des initiatives. C'est simplement que la prévention et cette sensibilisation de masse permet de faire en sorte que les gens se rendent de plus en plus compte de l'existence de cette maladie qui, comme toutes les autres, quand elles sont méconnues, on n'en sait pas plus. Évidemment, il y a un recul, forcément, parce que les gens y prêtent plus attention et qu'il y a des cancers qui sont pris beaucoup plus tôt en charge. D'accord. Alors, c'est sûr que quand c'est détecté plus tôt, la femme peut mieux s'en sortir. Elles ont plus de chances de guérison. Détecter plus tôt, plus de chances de guérison. Tout à fait. D'accord. Alors, vous le savez, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes une femme. La femme, d'abord, c'est la féminité. Pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes, la féminité, c'est aussi les seins. Mais on s'est rendu compte que dans le cas des femmes qui souffrent du cancer du sein à un moment ou à un autre, il y a une ablation peut-être d'un mamelon ou d'un autre où on leur retire quelque chose. Est-ce qu'on peut se sentir toujours femme en ayant subi une opération à cause du cancer du sein? Non. Je vous réponds tout de suite non. Pourquoi? Parce que le cheveu et le sein font partie de la femme. Donc, c'est la féminité de la femme. Une femme qui perd un sein, je vais prendre le cas de l'Afrique, est parfois rejetée par son conjoint, par le regard des autres, ainsi de suite, ce qui fait qu'elle ne se sent plus elle. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous sommes obligés, ou bien les fabricants ont trouvé une solution qui permet non seulement à la femme de se retrouver, de redonner le sourire. À la maison, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe par rapport aux hommes en Afrique, mais je peux vous dire qu'à l'étranger, ils arrivent à supporter leur femme sans ça, mais la femme a besoin de se retrouver elle, aussi bien pour le regard des autres que pour ceux qui sont à l'intérieur.
Voilà. D'accord. C'est sûr qu'elle-même, face au miroir, c'est peut-être pas facile d'accepter cette réalité-là, d'être diminuée. Est-ce qu'une femme qui a subi une opération, pour vous, elle devrait se sentir diminuée ou plus forte parce qu'elle a quand même survécu au mal? Pour moi, elle devrait se sentir plus forte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on subit la tornade sur nous et qu'on pense à un moment donné qu'on aurait pu s'en aller et qu'on ne serait plus des autres parmi les personnes que l'on aime, on arrive à puiser une énorme énergie qui nous donne envie de revivre. Et lorsqu'on ne l'a pas, il y a des gens qui accompagnent pour pouvoir redonner cette énergie-là. D'accord, mais pour vous redonner cette énergie, ça passe par des prothèses mammaires. C'est pas très développé ici, sous nos cieux. Est-ce à cause du coût ou est-ce à cause d'une méconnaissance de cette solution? Alors, dans un premier temps, je dirais déjà que lorsqu'une femme sort d'un hôpital, il faut un accompagnant pour lui expliquer qu'il faut une prothèse mammaire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait des endroits où on trouve des prothèses mammaires, ou peut-être que si, je n'ai pas encore l'information. Deuxièmement, pour répondre à votre question, il y a ce problème de méconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un accompagnement derrière qui permet de. Peut-être parce qu'il n'y a pas de points pour les trouver. D'accord. Pour vous, alors, définissons un peu pour ces femmes qui nous suivent et qui sont peut-être dans le besoin. C'est quoi une prothèse mammaire? Alors, la prothèse mammaire, c'est on va dire un objet. Hein. C'est un objet qui est fabriqué de silicone et qui a exactement plus ou moins la forme d'un sein. Et la aussi texture? bien, c'est du silicone. C'est-à-dire que quand vous la touchez, vous avez l'impression de toucher vraiment un sein. À la voir, c'est du silicone mou, on va dire ça comme ça. Au toucher, au niveau de la peau, c'est pareil qu'un sein, ça bouge comme un sein. C'est d'ailleurs pourquoi on invite les gens à venir toucher la prothèse pour vraiment se rendre ce que c'est, de quoi il s'agit exactement. Donc c'est simplement un objet en silicone qui permet de remplacer le sein d'une femme. D'accord, mais il y a quand même eu une rumeur qui avait circulé dans le temps que ça présenterait ne serait-ce qu'un danger. Est-ce qu'il y a un danger à utiliser des silicones au niveau de cette Alors, il ne s'agit pas de la même prothèse du tout. Là, on parle d'une prothèse mammaire externe. D'accord. Alors, celle qui était en PIP, c'était des prothèses qui servaient à reconstruire les femmes qui faisaient des chirurgies, etc., mais qu'on introduisait dans le corps. Voilà, donc celles-ci, elles sont externes. Elles se portent dans un soutien-gorge spécial adapté à cette prothèse ou alors dans un autre soutien que nous adapterons également. D'accord. Mais est-ce qu'il est facile d'accès, cette prothèse mammaire? Non, pour les populations pauvres, non. Même à l'étranger, si on n'a pas la possibilité de s'en acheter, il faudrait qu'il y ait l'assurance maladie derrière pour pouvoir aider. Est-ce que ça coûte si cher? Ça coûte combien à peu près une prothèse? Pour moi qui ai travaillé dedans, le minimum valait, on va convertir environ 90 000, 100 000. 90 000. La moins chère. 100 000. La plus chère vaut à peu près 180 000. 180 000. C'est sûr qu'une femme béninoise avec le revenu moyen qu'on connaît, c'est pas sûr de pouvoir payer tout de suite 180 000. Mais est-ce que c'est juste une question d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, une femme béninoise qui a 180 000 francs a la possibilité de pouvoir s'offrir une prothèse mammaire? Alors, s'il n'y a pas de point de vente de prothèses mammaires au Sénégal, au Bénin, on peut accompagner pour qu'elle puisse l'obtenir en Europe ou autrement, c'est faisable. D'accord, à travers votre association. Tout à fait. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on choisit alors sa prothèse mammaire? Alors, c'est tout un processus. À l'étranger, on se rend dans un centre spécialisé où on va avoir une prise de mesure par une applicatrice, quelqu'un qui a été formé pour ça. Notamment, moi, j'ai reçu une formation pour ça. Cette formation permet de déterminer la taille de soutien-gorge ainsi que la taille de la prothèse et de la poser à cette personne en même temps que lui fournir les conseils nécessaires qui vont avec. Ici, c'est plus compliqué dans la mesure où déjà elles n'ont pas l'information et puis qu'en plus, la femme en elle-même, des fois, ne maîtrise pas sa taille de soutien-gorge. Donc, ce que nous, on a fait, on a demandé à l'association partenaire ici de recueillir d'abord les tailles de soutien-gorge, puis nous, on convertirait et sur place, on verrait ce qu'il y a lieu de faire. Sur place, voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que ces différents types de prothèses corrigent véritablement cette sensation de se sentir diminué? Tout à fait, mais complètement.
D'accord. Complètement. D'accord. Vous nous aviez parlé dans les coulisses d'un cas d'une femme qui aurait besoin d'une prise en charge immédiate. Oui, alors elle s'appelle Sophia Tou et je lancerai un énorme appel à toute la population béninoise parce que nous en France, on a commencé quand même à faire un appel de fonds qui s'est terminé avant. Oui, c'est une béninoise. Oui. C'est l'association SOS Cancer Bénin qui est l'association de référence que nous avons trouvée ici qui nous l'a présentée. Et nous lançons un énorme appel pour que les Béninois généreux... C'est quoi son problème véritablement? Elle a un cancer du sein très avancé. Les images sont horribles. Pour celui qui n'arrive pas à le voir, là tout à l'heure j'ai vu quelques images, mais ça ne représente rien par rapport à ce que cette femme elle a. Vous avez l'impression qu'elle a un sein pourri, éclaté, grumuleux, changement de peau, et puis elle souffre. Alors, on a pu l'envoyer en Côte d'Ivoire pour faire une partie de ses soins, mais elle a grand besoin. Alors, vous savez que une femme représente l'économie d'un pays. Alors, du fait de ne pas avoir la possibilité de s'occuper de sa famille, de générer une activité qui permet de faire progresser le pays est carrément handicapant. Franchement, nous lançons un très très gros appel à tous les Béninois qu'ils s'orientent vers SOS Cancer Bénin. Donc, si je peux, aujourd'hui, je donnerai le numéro de téléphone parce que nous ne pouvons pas suivre derrière parce que nous sommes à l'étranger. Mais il faudrait qu'ici, sur place, ça se mobilise et qu'on aille vers cette association pour le faire. D'accord. Alors, ce sera votre mot de fin. Je crois que ce que je retiens, c'est qu'une femme avec le cancer du sein qui n'a pas été soignée et tout, c'est aussi un manque à gagner pour l'État dans lequel cette personne vit. Donc, tout le monde est appelé à aider ces femmes-là qui ont vraiment besoin de se sentir plus à l'aise dans leur corps et surtout pour mieux se porter. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Nature et Bien-être. Nous passons à une autre rubrique à présent, l'expert. Voilà, on parle graphisme, importance et rôle au sein d'une entreprise avec l'expert du jour. L'invité s'appelle Firmin Tovodou, non? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Hyper bien. Vous êtes graphiste aussi? Oui. Alors pour vous, c'est quoi le graphisme? Pour moi, pour résumer, le graphiste ou infographiste, c'est quelqu'un qui utilise des images, des textes, des illustrations, des photos pour faire passer un message de façon claire et nette. Des messages captivants pour attirer l'attention d'un cible ou bien sur la visibilité d'une entreprise, d'un événement ou d'un produit. D'accord, mais est-ce que c'est important, est-ce que c'est véritablement important pour une entreprise d'avoir un graphiste? C'est important dans ce sens où quand vous êtes entreprise, l'objectif final c'est de vous rendre visible et de se faire des chiffres d'affaires. Or, vous ne pouvez pas faire des chiffres d'affaires sans votre visibilité parce que plus vous augmentez le sens de votre visibilité, plus le coût de votre poids sur le marché augmente. Donc, ceci étant, une entreprise a besoin d'un graphiste qui travaille sur l'identité de cette dernière pour lui donner plus de visibilité, plus d'images, plus de netteté dans la société. Parce qu'il faut d'abord, avant d'avoir un client, la clientèle doit avoir la confiance au produit ou bien à l'entreprise. Et ça, c'est à travers l'image, l'identité que l'entreprise offre au vu de tout le monde. D'accord. Et quel sera donc le rôle du graphiste au sein de l'entreprise? Le rôle du graphiste, c'est de travailler sur l'identité de cette entreprise-là. En faisant quoi concrètement? Voilà, quand on parle d'identité d'une entreprise, si c'est une entreprise naissante, ça part d'abord de logo, la création du logo, parce que des fois quand vous voyez le logo d'une entreprise de loin, vous jugez d'abord le poids de cette entreprise de loin. Vous voyez, donc il doit travailler de façon professionnelle à faire sortir le logo de l'entreprise, travailler sur la charte graphique de l'entreprise, les identités de couleurs, la typographie et autres, et maintenant faire des déclinaisons. Et quand vous voyez un événement souvent sur lequel on communique à travers les visuels, les affiches qui se font, vous identifiez ou bien vous qualifiez déjà ou bien vous notez déjà de loin l'entreprise, même sans voir l'entreprise.
Je prends un exemple d'un produit, vous allez dans un supermarché, vous voyez un produit local qui est fait ici, vous voyez l'étiquette qui est fait en blanc noir, qui est collée avec des scotch, et vous voyez un autre produit venu de l'extérieur qui est joli, qui est bien habillé. Vous allez toujours vers ce joli produit. C'est vrai, on n'est plus tenté d'aller de l'autre côté. Exactement, parce que l'image vous trompe en réalité. Le packaging. Voilà, le packaging, exactement, vous trompe en réalité. Or, c'est le graphiste professionnel qui travaille sur le packaging de l'emballage du produit et de l'entreprise. Dans l'entreprise, on parle plus d'identité de l'entreprise, soit tout ce qui sort en support de l'entreprise, que ce soit les supports de lettres, les rédactions et autres là, tout ce qui va sortir ou bien tous les supports de communication de cette entreprise doit être taillé à l'ordre suivant une logique donnée pour rester dans la psychologie des clients. Parce que comme le dit Steve Jobs, il faut que votre marque soit la mémoire des hommes. Et avant que votre marque soit la mémoire des hommes, il faut travailler sur une identité précise pour qu'à chaque fois que un client ou bien une cible ou bien une communauté voit cette image-là, ce produit-là, il se sent la confiance d'aller vers cette entreprise-là. Et quand vous travaillez sur l'identité, l'image, quand les gens voient l'image directement, ils n'ont même pas besoin de connaître le directeur ni l'entreprise, mais ils le conseillent directement parce qu'en voyant l'image que l'entreprise reflète de loin, ils assurent que c'est une garantie qu'ils peuvent avoir l'assurance d'y aller. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'événementiel, vous avez parlé d'identité. Ça veut dire que le rôle du graphiste ne se limite pas à la création de l'entreprise. Son rôle se trouve aussi tout au long. Exactement. Il a une place dans l'entreprise tout au long de la vie de cette entreprise. Voilà, de la vie de cette entreprise. D'accord. Maintenant, quand on parle du début, le début, il ne se consacre qu'à l'identité, mais tout au long après, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un événement pour qu'il puisse faire peut-être des visuels et tout ce que vous avez dit? À quel moment on peut se dire on n'a plus véritablement besoin d'un graphiste? Voilà. On est au XXIe siècle à l'ère du numérique où toutes les entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux. Et quand on dit présent sur les réseaux sociaux, et je rejoins toujours l'adage de Steve Jobs, il faut que ta marque soit la mémoire des hommes. Voilà. Pour que ta marque soit la mémoire des hommes, il faut qu'on te voit tout le temps en action. Il faut que tu déploies de l'énergie en communication. Il faut qu'à chaque coin de rue, bien à chaque fois que quelqu'un se connecte, il voit au moins quelque chose sur ton profil qui l'attire. Du coup, ce n'est pas forcément recruter un graphiste pour créer un logo, les supports à utiliser au prime abord et laisser tomber, mais il faut que l'entreprise vive dans la communication. Il faut qu'à chaque fois qu'il fait sortir un nouveau produit, il puisse communiquer sur ce nouveau produit-là. Communiquer également pour maintenir en réalité sa communauté. Parce que si vous prenez les réseaux sociaux, si vous êtes une entreprise présente sur les réseaux sociaux et vous ne communiquez pas vraiment sur votre page, les gens qui sont abonnés vous lâchent finalement parce qu'ils ne voient pas du nouveau. Or, plus ils voient du nouveau, plus ils voient du concret dans les affiches qui parlent, dans la création qui passe sur vos gens, sur votre plateforme, leur confiance en vous s'agrandit. Et plus la confiance en vous s'agrandit, plus en réalité la communauté s'agrandit parce qu'ils facilement ils vous recommandent à d'autres et plus vous faites banalement des chiffres d'affaires qui dépassent l'autre. Alors, communiquer ne se résume pas seulement au graphisme. Ça veut dire que le graphiste travaille de commun accord avec peut-être le chargé de la communication ou la direction de la communication de l'entreprise pour pouvoir peaufiner toute une stratégie publicitaire ou de marketing. Voilà. Quand on prend une petite entreprise, un graphiste bien compétent et qui a les atouts de la rédaction peut gérer banalement le rôle du chargé de communication. Vous êtes sûr? Ils ne sont pas d'accord avec vous, hein? Voilà, je dis quand on prend une petite entreprise qui n'a pas les moyens d'installer en son sein une cellule de communication. Mais par contre, quand nous prenons une... Non, mais de par la formation, revenons un peu à la formation. Le graphiste aujourd'hui au Bénin, est-ce qu'il a le background nécessaire pour pouvoir faire le boulot de chargé de communication? Sur le terrain, actuellement, il y a des gens qui ont le background pour faire ce travail-là de façon très efficace. D'accord. C'est vrai. Il va falloir peut-être qu'il ait des notions de communicateur, qu'il ait peut-être fait des formations. Exactement, parce qu'il y a des formations sur place que nous faisons pour aider ces gens-là qui veulent faire de ça vraiment un métier. Parce que le truc ne suffit pas forcément de maîtriser les outils graphiques comme les logiciels Adobe, le crayon, manipuler bien l'illustration et autres. Mais il faut avoir certaines aptitudes en travaillant sur des projets de façon pratique. Quelles sont ces aptitudes-là? Voilà, la créativité. L'esprit de créativité. Voilà, l'esprit de créativité. Parce que quand une marque vient vers toi pour que tu crées quelque chose de différent pour lui, il faut que tu ajoutes ta créativité pour lui faire sortir quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Sinon, il n'a pas besoin de toi. Tu vois? Donc, il faut forcément qu'il travaille plus sur sa créativité
il fait vraiment des recherches dans ce sens-là pour s'outiller. Et quand nous prenons une vraie grande entreprise qui a en son sein une cellule de communication, là, il s'ajoute au rédacteur web et au directeur artistique pour pouvoir créer des choses pour les entreprises et pour les clients. Là, il ne se sent plus forcément dans le rôle de trop être... le travail ne lui revient pas à seul, mais le rédacteur web est là, le rédacteur est là pour l'accompagner dans les accroches textuelles et autres là, et le directeur artistique est là pour couronner le tout. D'accord, alors quand on parle métier, il y a certainement des personnes que ça intéresse, mais est-ce qu'il faut des aptitudes particulières, peut-être un don pour pouvoir aller au graphisme? Je dirais oui, mais pas forcément si la personne a vraiment la passion de le faire. Des fois, souvent, je prends mon contexte quand les gens m'appellent pour ces genres de formation. Ils demandent souvent quel niveau la personne doit avoir. Je dis simplement s'il sait allumer un ordinateur. S'il sait allumer un ordinateur et s'il a vraiment la passion de le faire, on peut l'accompagner à le faire. Il n'est pas obligé d'avoir un niveau bac, niveau BPC. Pas forcément, parce qu'on a accompagné des jeunes qui n'avaient pas ces niveaux-là, mais qui sont vraiment compétents actuellement. Mais dans le même sens, on a accompagné des gens qui sont déjà même en activité de chargé de communication, qui ne maîtrisant pas ces outils graphiques, qui sont venus vers nous pour des formations, mais qui ne peuvent pas s'égaler à ces jeunes-là. Tout réside dans la passion, la créativité et le reste. C'est sûr qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Voilà, exactement. D'accord. Alors pour vous, le graphisme se résume à quoi? Le graphisme se résume simplement à l'art de communiquer à travers l'image, le texte, les illustrations et les photos pour faire passer un message. D'accord. Alors si vous devrez conseiller ce métier, vous diriez quoi? Je dirais simplement qu'on est à l'ère du numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un métier vraiment porteur aujourd'hui parce que vous n'allez pas voir une entreprise vraiment puissante dans son domaine qui n'a pas besoin d'un graphiste à l'interne. Il y a 5 ans de cela, moi, je n'avais jamais entendu des entreprises lancer des recrutements de graphistes. Or, actuellement, ça court tous les roues. Le besoin y est parce que les gens doivent être présents dans la mémoire des hommes tout le temps. Ils doivent communiquer. Et pour communiquer, malgré leur niveau, malgré le niveau qu'ils ont en entreprise, ils n'ont pas ces compétences-là de gérer ça. Ils ont forcément besoin d'un graphiste. Et on reçoit tout le temps des appels dans ce sens-là pour pouvoir positionner les gens, les accompagner dans le sens de la communication. Donc, le marché est vraiment ouvert et existant. D'accord, mais la plupart des formations qui existent sont juste des formations qualifiantes. On n'a pas des formations véritablement diplômantes ici au Bénin en ce qui concerne le graphisme. Exactement. Et je dirais dans toute l'Afrique, il n'y a pas vraiment une école qui donne des diplômes vraiment reconnus sur ce plan. Il n'y a pas vraiment un curriculum renommé dans toute l'Afrique pour ces genres de trucs. C'est pourquoi plus vous allez voir des certificats à l'interne qui sont donnés par les écoles qui font ce genre de métier. D'accord. Alors justement, vous les formez comment? Ces jeunes-là, quand ils viennent et qu'ils disent qu'ils veulent faire du graphisme, qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement? D'accord. La première chose, c'est les outils graphiques. Je parle des logiciels PAO. Il faut alors que le jeune puisse avoir un ordinateur. Voilà, le jeune puisse avoir un ordinateur. Et s'il a l'ordinateur, nous lui installons les logiciels graphiques à utiliser. Après, les logiciels graphiques, quand ils maîtrisent maintenant les logiciels graphiques, ce que beaucoup ne comprennent pas, ils se croient déjà graphistes. Or, tout ne se limite pas là. Moi, je dirais les logiciels représentent simplement 10% de la chose. La chose vraie, c'est la créativité. C'est pourquoi... Mais la créativité, est-ce que ça s'enseigne? On l'a ou on ne l'a pas, non? Oui, je dirais que ça s'enseigne parce que plus vous travaillez sur des projets vraiment créatifs avec des aînés dans la chose, plus ils vous contaminent rapidement. Donc on apprend de façon professionnelle. Exactement. Pas forcément de façon théorique. Non, non, du tout pas. Même chez nous, on ne fait pas la théorie. Peut-être on peut expliquer des choses de façon théorique, par exemple le rapport entre les tests et les couleurs, la signification des couleurs et autres là. Vous faites aussi de la sémiologie, l'étude des signes et tout ça, l'importance de la couleur. Voilà. Et parce que dans notre programme, il y a le dessin pratique que nous faisons. Tu ne peux pas être graphiste sans pouvoir faire des illustrations d'un concept qu'un client te demande. Donc, justement, la conceptualisation. Voilà, il y a tout ça qui les amène en réalité à développer la créativité, comment positionner un objet sur une table de façon vivante, parce que là, tu dois créer l'ombre, etc. Donc, on travaille, c'est pas seulement chez nous, les modules ne sont pas uniquement sur les logiciels, mais c'est plus axé aussi sur d'autres branches de la chose. D'accord. Alors, on a parlé des logiciels, après un ordinateur et les logiciels que vous leur enseignez, vous leur donnez aussi
le goût de la créativité. Voilà. Ils font aussi des dessins pratiques. Voilà comment rédiger et gérer un projet du début jusqu'à la fin du plan de graphiste. Parce que quand tu es graphiste, on te confie un projet, il faudra faire toutes les déclinaisons du projet jusqu'à la fin. Comment tu peux gérer ce projet-là, la communication visuelle, pourquoi un client a besoin de toi sur la communication visuelle. Ce n'est pas parce que tu es graphiste qu'il a besoin de toi, mais c'est parce qu'il veut faire une valeur ajoutée de ce qu'il a besoin de toi. Donc, on travaille plus avec eux, on les met ensemble pour travailler sur des projets d'entreprise parce qu'on a des entreprises partenaires et on les aide en réalité avec nos partenaires à travailler sur des projets pratiques avec ces étudiants-là. Ce qui fait en réalité que quand ils sortent en réalité de l'école, ils ne se sentent pas uniquement sur la base des logiciels, mais ils se sentent capables en réalité de réfléchir, de voir ce qui ne va pas dans telle ou telle entreprise pour pouvoir aller porter la solution. Et c'est ce qu'on les conseille souvent. Ce n'est pas aux clients de venir vers vous quand vous êtes graphiste parce qu'il y a beaucoup de manque sur le terrain. Les entreprises communiquent tellement un peu mal au point où il y a beaucoup à faire. Qui en ont besoin. Voilà, donc allez vers déjà se porter. Exactement, voilà. Garant et travailler avec ces entreprises-là. Merci. Avec vous, on a compris que le graphisme a de beaux jours devant lui. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Le prochain plateau à présent, Horizon Culture. Voilà, Horizon Culture à présent, mais avant que le plateau ne s'installe, je vous invite à suivre ce reportage. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture. Je ne veux pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition. Mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, à appeler ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance. Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que apprendre un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent. Alors nous vous présentons un lauréat que vous connaissez peut-être de nom, puisque RFI en a parlé pendant longtemps. Il est le prix RFI Théâtre 2018, donc une plume béninoise a été distinguée. Giovanni Wansou, bonsoir. Bonsoir, Agnat. Vous êtes le prix RFI Théâtre 2018. Oui. Comment on se sent qu'on est lauréat d'un prix aussi prestigieux?
On se sent comme on est lauréat d'un prix aussi prestigieux. Alors déjà, parlez-nous un peu de la compétition. Comment est-ce que vous avez été contacté? Comment est-ce que vous avez compéti? Mon premier contact avec le prix RFI s'est effectué en 2015. J'ai envoyé un premier test qui s'appelait dans le temps Course au soleil. C'était la 3e édition du prix. Et le test a été sélectionné parmi les 12 premiers, mais je n'ai pas eu le prix. Puis, ça, c'était en 2015. 2015. Et puis en 2016, j'ai postulé à nouveau avec le test La Rue Bleue, qui a fini aussi dans les 12 premiers. Je n'ai pas eu le prix. Donc, toujours proche du prix, mais jamais à côté. Donc, voici c'est ma 3e participation, avec un test qui s'appelle les inamovibles. Et là, ça a été bien. D'accord. Alors, ce test, il a quoi de particulier? Avant ça, je crois qu'on peut dire que ce prix, c'est d'abord le prix de la persévérance. Oui. D'accord. Alors, ce test sur les inamovibles, il parle de quoi concrètement? Alors, le test sur les inamovibles traite du sujet des migrations sud-nord. Et comme je savais que c'était un sujet qui était beaucoup traité par les journalistes, et les politiciens, et les scientifiques, et les artistes, j'ai essayé de trouver un angle, ce qu'on appellerait dans le langage de ceux qui sont dans l'audiovisuel, un angle mort. Un angle mort. Voilà. Donc, un angle qu'on n'aborde pas souvent. Qu'on n'aborde pas souvent. J'ai voulu parler de ceux qui reviennent et de leurs sentiments par rapport à ce retour-là, et de ceux qui restent et qui attendent le retour de ceux qui sont partis. Et donc voilà, j'ai essayé de croiser les histoires de 3 personnes. Une personne qui est partie, qui n'a pas réussi, et qui a honte de revenir à la maison les mains vides, parce qu'il estime que 12 ans d'exil, il ne peut pas revenir avec un sac. Il a peur d'être rejeté. Il a peur d'être rejeté. Puis, à côté, un jeune homme qui part, lui, qui décide d'aller en exil, en Europe, par la voie des migrations clandestines, oui, et qui va être noyé par ses camarades parce qu'à un moment donné, ils ont estimé que leur rêve était trop lourd et que la barque allait chavirer. Donc, il fallait se débarrasser des rêves. Et comme lui, il tenait à ne pas se débarrasser de ses rêves parce qu'il estimait déjà avoir laissé son identité, sa personne, sa personnalité, ses amis, sa famille. Et c'était trop lourd pour lui de laisser en plus ses rêves. Donc, il a préféré qu'on le jette à l'eau avec son rêve. Il est mort avec ses rêves. Il est mort presque avec ses rêves. Seulement, dans la suite de l'histoire, il fallait le faire revenir. Et c'est sur le chemin de retour qu'il se rend compte qu'il y a une barrière. Exactement comme quand vous voulez voyager, vous avez une frontière. Donc, on lui dit, vous êtes parti clandestinement, vous n'avez plus le droit de revenir par ici, vous restez dans la clandestinité. Et tout le nœud est là. Symboliquement, comme matériellement ou physiquement, il y a un problème quand même sur le retour. Comment les gens reviennent. Et même quand on leur donne de l'argent, qu'on les aide à revenir, se réinstaller chez eux, est-ce qu'ils reviennent tous entiers? Si. Ils perdent une part d'eux-même sur le chemin. Merci. D'accord. Vous avez parlé de 3 personnages, là on en a 2. La 3e partie, c'est cette mère-là qui a vu son enfant partir et qui n'a plus de nouvelles et qui attend 15 ans, 20 ans. Et même quand on lui dit, c'est pas sûr qu'il soit encore vivant, elle, dans son cœur, elle y tient. Elle y croit. Elle continue de croire. Elle continue de prier surtout. De prier. Qu'un jour, elle verra son enfant revenir. Mais elle ne garde que le visage de son enfant quand celui-ci partait, puisque 15 ans après, elle ne peut pas imaginer le visage. C'est comme nos parents qui sont morts. Oui. Nous avons leur visage au moment où ils sont partis, mais nous ne savons pas ce que ce visage est devenu plus tard. Donc, j'ai travaillé un peu sur ça. D'accord, ça se voit et en tout cas quand vous en parlez, on est emporté par l'histoire, on a envie de lire, de découvrir, de voir même la scène jouée et puis on se demande si c'est cette originalité qui vous a fait gagner le premier prix parce que vous avez quand même compétit face à de grands noms déjà qui existaient dans d'autres pays. Bien sûr, bien sûr. La compétition a été très rude. Ce que je peux dire, c'est que j'ai retenu de certains commentaires de quelques membres du jury puisque je n'étais pas présent lors de la délibération et tout ça. J'ai retenu dans leurs commentaires que la façon dont je traite le sujet a intéressé et qu'ensuite le rapport que je fais à l'humain
comme étant un élément tout à fait fragile qui peut disparaître du jour au lendemain. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du cancer de sein, par exemple. Et quand vous êtes debout, que vous avez de l'activité, vous estimez que vous êtes fort, mais en réalité, vous n'êtes absolument rien du tout. Oui, oui. Il suffit d'un petit déclic et votre vie est comme de l'air, quoi. En fait. Qui disparaît. Donc, voilà. Donc, c'est cette fragilité-là que j'ai fait ressortir dans le test qui a intéressé, qui a frappé. D'accord. Alors, nous avons beaucoup qui s'essayent au théâtre. Nous avons de plus en plus de jeunes qui s'essayent au théâtre ici au Bénin. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une saine émulation, ce prix-là? Ça leur permet de rêver, de voir qu'évidemment, on peut s'en sortir avec le secteur qu'ils ont choisi? Alors, s'en sortir, je ne sais pas trop ce que vous mettez dedans. Ça dépend. Déjà, faire reconnaître son talent, voir qu'évidemment, on a une belle plume et qu'on peut se faire distinguer par cette plume-là. Vous savez, moi, vous l'avez vu, j'ai participé 3 fois à ce prix. Et la première année, c'était sur 154 tests. La deuxième année, il y avait 172 tests. Et cette année, il y a eu 168 tests dans le monde entier. Si vous arrivez à vous faire reconnaître, ne serait-ce que parmi les 12 premiers, sur près de 200 tests déjà, je pense que ça vous donne de la confiance. Vous vous dites, ah mais ce que je fais peut être vu, lu, reconnu ailleurs. Et malheureusement, nous sommes aussi dans un domaine qui est un peu complexe, qui ne suscite pas vraiment l'engouement sur notre territoire, mais qui est très reconnu ailleurs. Donc moi, je pense que ce qu'on devrait retenir de cela, c'est que le chemin de la persévérance n'est pas à laisser de côté. Parfois, vous pouvez être prêt et ce n'est pas l'heure. Mais il ne faut pas vous dire, parce qu'une fois vous n'avez pas pu tirer votre épingle du jeu, que vous n'avez pas le droit de revenir à la charge. Il ne faut pas se décourager parce que le talent, en fait, c'est le courage, c'est l'audace. J'aime bien cette phrase, le talent, c'est le courage. Oui, c'est l'audace. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été accompagné par votre nation? Avoir été accompagné, là aussi, je ne sais pas ce que vous mettez dans avoir été accompagné. Que ce soit accompagné dans les frais de voyage, que ce soit accompagné dans, je sais pas, dans le processus de compétition. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été soutenu, si vous préférez? Je vais commencer par la fin. Et quand l'annonce a été faite que j'ai reçu le prix, le ministre de la Culture m'a appelé. J'étais encore en France, donc il m'a appelé. Normalement, on devait se voir. Malheureusement, à mon retour, lui, il est parti au sommet de la francophonie, mais on va se voir demain. D'accord. Donc, je vous apporte déjà cette nouvelle-là. Puis, deuxièmement, c'est très compliqué. Nous sommes dans un pays, où nous sommes dans des pays, les pays du Sud, c'est toujours comme ça, où la planification à long terme est presque un luxe, où les ambitions naissent à partir du moment où il y a un choc. J'estime que cette fois-ci, c'est un choc. Et je fais partie d'une génération qui aime créer le choc. Ça veut dire, vous comprenez bien que dans le processus, je n'ai pas sollicité l'État béninois. Donc, j'ai préféré aller au bout du processus pour prouver qu'il y a quelque chose qui peut se faire. À partir de là, si l'État a envie de s'en saisir comme opportunité, moi, je suis fier d'avoir apporté quelque chose à l'État et puis ça s'arrête là. D'accord. Alors, en tant que jeune lauréat, donnez-nous un peu votre regard à vous sur le théâtre béninois. Comment se porte le théâtre béninois? Comment se porte le théâtre béninois? Dites-nous un peu. Bon, je vais parler sur 2 plans. Je vais parler premièrement de la volonté et du talent porté par les jeunes et les artistes, qui est, ma foi, je veux trouver un mot pour le qualifier en fait, mais je veux dire que les créateurs au Bénin sont absolument volontaires, qu'ils aiment leur travail, qu'ils se battent pour. Mais là, vous vous apésantissez sur les jeunes et puis on se demande parfois si dans le secteur, quand on parle de théâtre béninois, il n'y a pas une rupture générationnelle, c'est-à-dire les personnes un peu plus âgées d'un côté et les jeunes de l'autre côté, même dans l'écriture des textes, même dans la façon dont vous faites le théâtre, c'est 2 gens différents. Il y a une rupture générationnelle, je ne veux pas vous mentir. Si je vais vous parler de mon domaine, moi, le théâtre et l'écriture, je vais vous dire qu'il y a 20 ans de creux. Il y a 20 ans, il y a un saut de 20 ans qui s'est opéré entre une génération et une autre. Et pourquoi c'est comme ça? C'est peut-être parce qu'à un moment donné où il fallait mettre en place des dispositifs qui permettent de passer la main,
Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas Et moi, été fait. je remercie d'ailleurs ceux qui nous 30 dépassent secondes de pour finir, oui. quelques années, qui ont mis en place... moi, j'ai participé à Plume Dorée, avant de participer à Test au moins en des scène, creusets où vous pouvez vous exprimer. Oui, ça a commencé par là. Et nous, on est obligés de faire ça, sinon ça ne marchera pas. D'accord, Monsieur Giovanni Mossou, on a tellement dit sur le théâtre béninois. J'espère qu'on aura peut-être la chance de vous réavoir sur ce plateau pour parler de cette rupture générationnelle que moi, personnellement, j'ai notée. Mais c'est déjà heureux de savoir que dorénavant, le Bénin est reconnu au niveau des nations comme étant une nation du théâtre et qu'on a un jeune béninois qui a été primé, plume béninoise distinguée. Toutes nos félicitations à vous. Alors, le grand rendez-vous, vous savez, l'heure du journal est sacrée sur le grand rendez-vous. Amandine Agnambossou est déjà là. Le journal peut démarrer. Bonsoir à tous, les titres du journal. L'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y croient fermement et y travaillent pour son effectivité. Les oreilles, l'un des organes importants du corps humain, mais souvent mal entretenu. Comment les entretenir? Réponse dans ce journal. La mauvaise gestion des eaux usées crée des dégâts sanitaires dans la ville de Cotonou. La pratique est courante et cause des dommages à l'écosystème lagunaire. Démarrons ce journal par cette nouvelle brève. 2570 logements seront construits à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. L'annonce a été faite en Conseil des ministres du mercredi 17 octobre. Pour financer le projet, le gouvernement béninois a décidé de recourir au partenariat public-privé. L'objectif de l'exécutif est de faciliter l'accès de grand nombre de Béninois à un habitant décent d'ici 2021. Au total, 20 000 logements seront construits sur plusieurs sites à travers le Bénin. Plusieurs partenaires se sont déjà manifestés pour une première tranche de 8 279 logements. L'attribution du lot de 2 570 logements consacre le bouclage du quota prévu sur ce site. Les ministres concernés sont instruits pour la conduite diligente des procédures administratives appropriées. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des menaces planent sur l'atteinte de l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Des acteurs de la société civile béninoise se mobilisent pour rendre cela possible. Pour eux, la réponse réside dans l'accès des femmes à la terre. Ulvaïus Balogun pour plus de précision. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Pain zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour
l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de fin zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution, d'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Laver les oreilles peut paraître simple, mais bien souvent de mauvaises habitudes pour tenter d'enlever le cérumen peuvent entraîner de bouchons dans les oreilles. Conséquence, la santé auditive prend un coup. Comment entretenir ses oreilles? Le docteur Josias Sorrento nous prodigue quelques conseils. L'oreille n'a pas besoin d'être entretenue de façon périodique comme les gens le pensent. Pourquoi? Parce que l'oreille a été magnifiquement conçue, bien conçue, pour se nettoyer elle-même. Le nettoyage intempestif tend à enlever le cérumen que les gens considèrent comme quelque chose de salissant, alors qu'en réalité, le cérumen est fait pour protéger notre oreille. Le cérumen a des substances qui empêchent les microbes, les poussières, les champignons qui viennent de l'extérieur d'aller directement sur notre tympan. Si jamais nous constatons que le cérumen peut-être déborde un peu vers l'extérieur, parfois avec notre petit doigt, notre auriculaire, on peut nettoyer un peu l'entrée. Parfois, pendant qu'on se lave, lorsqu'on prend un bain, avec notre serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de notre conduit. Je vais d'abord insister sur le coton-tige, qui est l'instrument qu'on trouve dans toutes les maisons. C'est un instrument banni de nos maisons. Pourquoi? Parce que le coton-tige ne nettoie pas les oreilles. Le coton-tige enfonce davantage les déchets à l'intérieur de l'oreille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens qui se nettoient tout le temps les oreilles et qui viennent en consultation, ils ont les oreilles très sales, alors qu'il y a des gens qui ne se nettoient jamais les oreilles et qui ont des oreilles propres. Lorsque vous mettez de l'eau ou des produits chimiques dans votre oreille, vous ne savez pas si votre tympan est intact ou si votre tympan est ouvert. Si le tympan est ouvert, vous envoyez directement ces produits à l'intérieur de votre oreille. Ça peut vous créer une infection chronique, ça peut vous créer une surdité. Lorsqu'on se rend compte que nous avons un problème qui persiste, une oreille qui gratte trop souvent, ce n'est pas normal. Lorsqu'on se rend compte que les déchets font bouchon, que les déchets se répètent trop souvent, parce que parfois ce n'est pas simplement un bouchon de cérumen, il peut y avoir autre chose derrière. Que vous n'entendez pas bien, que l'oreille coule, autant de choses qui devraient nous amener chez un médecin. À Cotonou, en dehors des ruelles, les caniveaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques, un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénin. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement
et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a quartier Kadjemputa vers le sud, vers le nord c'est Weiho, l'est c'est Vodjekuta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puiseurs chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puiseur. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on introduit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Donc au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un bas-fond complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tous ces caniveaux que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au bas-fond. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus, les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordures dans les caniveaux pour boucher les artères de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inondation. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnus. Hors du Bénin, le géant mondial du courtage en assurance Brokers Links a annoncé l'extension de son réseau de 9 nouveaux pays africains. Il élargit ainsi sa présence à 21 pays du continent. Cette extension a été opérée grâce à une alliance avec 8 courtiers indépendants actifs dans ces pays. L'Afrique est un marché d'assurance de plus en plus important. La pénétration d'assurance est appelée à se développer sur ce continent au regard de ses vastes ressources naturelles, sa population en plein boom et ses niveaux croissants de richesse ainsi que de grandes opportunités d'investissement dans les infrastructures qu'il présente. Brokers Link est l'un des tout premiers réseaux mondiaux de courtage en assurance. Il est présent dans 90 pays avec plus de 10 000 professionnels et génère des milliards de dollars de primes en moyenne par an. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnan Bassou, pour ce 19h45. On vous retrouve semaine prochaine. Si tout va bien, alors le grand rendez-vous, c'est aussi la revue de l'actualité web. La cité ministérielle de Cotonou et les 2570 logements de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi en bonne voie. Le gouvernement a autorisé hier en Conseil des ministres le recours au partenariat public-privé. La construction de la cité ministérielle de Cotonou favorisera l'émergence d'une véritable zone de concentration des cabinets ministériels. Il va permettre également l'amélioration de leur fonctionnalité. Quant au projet de construction de 20 000 logements, il vise à faciliter d'ici 2021 l'accès d'un grand nombre de Béninois à un habitat décent. Sur les 10 849 logements prévus sur le site de Wedo, l'attribution du lot de 2570 logements a été bouclée. Selon le site d'information 24 heures chrono,
Ce projet est une initiative d'envergure nationale. Autre information, le Bénin lève 260 millions d'euros pour réduire le poids de sa dette. C'est un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Environ 171 milliards de francs CFA qui serviront à la réduction du poids du service de la dette et le financement d'actions sociales prioritaires. Selon le communiqué, c'est une étape marquante dans l'histoire du Bénin. Pour avoir plus de détails sur ce communiqué, rendez-vous sur le site de l'information Bénin Web TV. L'industrie pétrolière africaine connaît une reprise des investissements par la hausse des prix du brut sur les marchés internationaux. Selon l'Agence internationale de l'énergie IEA, les investissements en 2017 dans l'industrie de l'énergie ont baissé pour la troisième année consécutive avec un déclin de 2%, soit 1 800 milliards de dollars. Cette année, par contre, le secteur pétrolier a été marqué par la hausse des prix du baril. Selon l'IEA, la demande africaine en pétrole aura été de 4,3 millions de barils par jour en 2018, soit 4,3% des 100 millions produits globalement. On note ainsi un excédent exportable de plus de 2,8 millions de barils par jour. Cependant, le continent reste dépendant des importations de produits distillés à cause de la faiblesse de l'outil de raffinage. Et pour finir cette actualité du web, le magazine américain Forbes vient d'intégrer 4 compagnies africaines dans son classement des 500 meilleurs employeurs du monde. Il s'agit des entreprises Safaricom en 67e position, Naspers en 224e position, First Arab en 432e position et Salam en 457e position. Ils étaient au total 2000 employeurs en liste pour ce classement. Selon le dernier rapport annuel de Safaricom, la compagnie comptait 6130 collaborateurs à la fin du mois de mars 2018. L'âge moyen du personnel est de 27 ans avec un effectif à 50% féminin. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous est en train de s'acheminer. Le rappel de la météo à présent.
Voilà, merci au service des programmes de BB24 pour la météo. Merci à Machel Bettero, que j'ai oublié justement de remercier pour une si belle revue de l'actu web. Nous remercions aussi tous ceux qui ont été et qui ont contribué justement à la réalisation de cette émission avec en tête Gilles Armel Baïrin. Nous vous laissons, mesdames et messieurs, avec cette citation. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Et pour ceux qui l'ont lu comme nous, c'est une citation de Seydou Badian. Merci et bonsoir chez vous.